Alors ici, on va reprendre en fait l'exercice 3 et on va directement faire la bonne façon de faire pour résoudre l'exercice 3 afin que le raisonnement soit un petit peu plus clair que dans la vidéo précédente. On montrait un petit peu la construction du pourquoi de cette formulation un peu plus générale que ce que nous demande l'exercice 3. Alors ici, on va prouver la proposition suivante. On va prouver que pour toute formule, on va prouver que si gamma thèse delta admet une preuve dans LJ, alors gamma thèse delta, on remplace toutes les occurrences de A par G, admet une preuve dans LJ. Pour ensuite résoudre directement la question de l'exercice 3, on posera gamma égale l'ensemble vide et delta égale la formule F. Voilà. Donc comme on va faire une preuve par récurrence, on va devoir poser une proposition Pn, qui est de dire que si gamma thèse delta admet une preuve de hauteur n dans LJ, alors gamma thèse delta de toutes les occurrences de A sont remplacées par G admet aussi une preuve dans LJ. P de 0 nous permet donc de partir du fait, donc P de 0, ce serait la même chose mais avec une preuve de hauteur 0. Donc si on va essayer de prouver, montrons P de 0 vrai. Donc ça veut dire que si gamma thèse delta admet une preuve de hauteur 0, on en déduit que alors gamma thèse delta est directement un axiome. Si gamma thèse delta est un axiome, ça signifie que gamma égale delta. Intéressons-nous maintenant gamma thèse delta où l'on remplace toutes les occurrences de A par G, qui peut aussi s'écrire gamma où on remplace toutes les occurrences de A par G, thèse delta où on remplace toutes les occurrences de A par G. Donc comme gamma égale delta, eh bien le petit 1 est équivalent à gamma où on remplace toutes les occurrences de A par G, thèse gamma où on remplace toutes les occurrences de A par G, qui est un axiome. Donc, qui admet une preuve. Donc, comme le petit 1 admet une preuve, ça veut dire gamma thèse delta, on remplace toutes les occurrences de A par G, admet une preuve. Voilà pour la partie d'initialisation. Montrons que P de n est en fait tous les P de k pour k inférieur ou égal à n implique P de n plus 1.
Alors P de n plus 1, c'est ça. Voilà, P de n plus 1, avec ici un n plus 1. Alors, si gamma test delta admet une preuve de hauteur n plus 1, voilà comment on voit les choses. Donc si gamma test delta admet une preuve de hauteur n plus 1, qu'est-ce que l'on a à gérer? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a gamma, thèse, delta, et ici, donc on a une preuve de hauteur n plus 1. Si l'on s'intéresse vraiment à ce que fait gamma test delta et à la première opération réalisée par gamma test delta, donc on a une opération qui va nous donner quelque chose d'autre, et ensuite on aura une autre preuve, donc une sous-preuve, une preuve pi' de hauteur n plus 1, de hauteur n, pardon. C'est là où on va pouvoir faire jouer notre récurrence. Donc on va s'interroger sur cette opération OP, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, si OP est une dénégation. Alors si OP est une dénégation, on va pouvoir dire que delta, étant donné qu'on a appliqué une dénégation à droite, ça veut dire que delta, quelque part, il a une négation suivie d'une formule. Donc delta, on peut l'exprimer delta 1, virgule, non h. Et que quand on a appliqué la dénégation, on a fait donc gamma thèse delta 1, virgule, non h, et ça nous a fait, pour notre première partie de preuve, gamma, virgule, h, thèse, delta 1. Puis après, on avait d'autres preuves de hauteur n, une suite de preuves. Donc une preuve pi'. Si maintenant on s'interroge sur... Si on s'interroge sur gamma dans lequel on remplace toutes les occurrences de a par g, thèse delta 1, où on remplace toutes les occurrences de a par g, virgule non h, où on remplace toutes les occurrences de a par g. Donc ça, c'est gamma thèse delta 1, virgule non h, où on remplace toutes les occurrences de a par g. Alors, ceci, on va pouvoir faire basculer le h de l'autre côté. Donc on aura gamma, où on remplace toutes les occurrences de a par g, virgule h, où on remplace toutes les occurrences de a, donc de la variable propositionnelle a par g, thèse delta 1, où on remplace toutes les occurrences de la variable propositionnelle a par g. Alors, maintenant, ici, on s'interroge sur est-ce que ceci s'interroge à savoir si cette partie-là est-elle prouvable. C'est là où on va faire intervenir notre
notre hypothèse de récurrence. On voit que ceci, gamma virgule h test delta 1, admet une preuve de hauteur n. Parce que pi', ici, admet bien une preuve de hauteur n, c'est marqué en haut à droite. Donc si ça admet une preuve de hauteur n, d'après notre hypothèse de récurrence, on considère Pn vrai, comme ça admet une preuve de hauteur n, alors gamma virgule h test delta 1, où on remplace toutes les occurrences de la variable propositionnelle a par g, est prouvable. Mais ça tombe bien parce que justement ça, c'est justement ça. Donc ça veut dire que tout ça, toute cette chose-là, ça, c'est donc gamma virgule h test delta 1 où on remplace toutes les occurrences de a par g, c'est prouvable. Donc ça veut dire que là, on a une preuve. Donc si c'est prouvable, eh bien ça veut dire que oui, ce qu'on a en dessous, c'est-à-dire gamma, on remplace toutes les occurrences, gamma test delta 1, virgule non h, on remplace toutes les occurrences de a par g, c'est prouvable. Et donc on en déduit que gamma thèse delta, où on remplace toutes les occurrences de a par g, est prouvable aussi. Et voilà, si jamais l'opération c'était une dénégation. Si l'opération n'est pas une dénégation, mais par exemple une génégation. Dans ce cas-là, on a gamma, cette fois-ci, qui est égal à gamma 1, virgule h, non h. Et si l'on regarde la formule de la génégation, qui est ici, la génégation ne peut être activée que si delta, ce qu'on a à droite, est vide. Donc delta doit être vide, d'après mon hypothèse qui dit que gamma test delta est prouvable avec comme première opération de preuve une génégation. Donc ça veut dire que delta est vide. Si je regarde maintenant ce que j'ai gamma 1 et non h, thèse, et la première étape que je vais faire, c'est donc de le transformer en gamma 1, thèse, h. Et là, comme tout à l'heure, j'ai une preuve pi de hauteur n. On va l'appeler pi' de hauteur n. Ça, c'est mon hypothèse de départ, c'est si gamma thèse delta admet une preuve de hauteur n plus 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je considère la même formule, mais je remplace toutes les occurrences de la variable propositionnelle a par g? Je vais pouvoir faire la même transformation. Et arrivé ici, je vais pouvoir faire le même parallèle. Donc je m'interroge sur est-ce que ceci admet une preuve? Donc je vois qu'ici, ça admet une preuve de hauteur n. Donc ça veut dire, d'après mon hypothèse de récurrence, ça veut dire que gamma 1 thèse h, où je remplace toutes les occurrences de a par g, est prouvable, admet une preuve. Or, c'est justement ça. Oups, d'ailleurs ici, excusez-moi, j'aurais dû rajouter le gamma 1, où je remplace toutes les occurrences de a par g, donc qui admet une preuve. Donc si ça veut dire que ceci, donc, tout ceci est prouvable. Si tout ceci est prouvable, alors ça veut dire que ce que j'ai en dessous, ça admet une preuve. Et donc si ça admet une preuve, oui. On en déduit que gamma 1 thèse,
que gamma test delta, où on remplace toutes les occurrences de la variable propositionnelle A par G, est prouvable. Et on va pouvoir ainsi à chaque fois fonctionner en parallèle de ce que fait l'opération OP avec on va pouvoir à chaque fois faire un parallèle entre la formule d'origine et la formule où on fait la substitution. Étant donné que la substitution agit sur une variable propositionnelle, on n'affecte pas vraiment par le fait de mettre une implication ou quoi que ce soit, on n'affecte pas vraiment le reste de la formule. Donc pour être plus clair, comme la substitution s'effectue sur une variable propositionnelle, à chaque fois que je vais construire une nouvelle formule gamma avec, enfin à chaque fois que je vais pouvoir changer mon opération pour une application, un ou, etc., je vais pouvoir déconstruire soit gamma, soit delta en quelque chose implique quelque chose. Et ensuite, je vais pouvoir donc effectuer l'opération, me retrouver dans une preuve de hauteur n, et ensuite pour faire mon parallèle de substitution, eh bien je fais exactement la même déconstruction qui est réalisable parce que j'ai simplement modifié une variable propositionnelle par par G. Donc je n'aurai pas touché à mon symbole, mon opération sur laquelle je base ma preuve. Voilà. Donc attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si A n'était pas une variable propositionnelle, alors là par contre, eh ben, la chose devient beaucoup plus complexe. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'elle soit encore prouvable hein, si A n'était pas une variable propositionnelle. Alors, en tout cas, pourquoi je ne peux plus faire la même preuve si A n'est pas une variable propositionnelle? Revenons ici. C'est là où vous allez comprendre pourquoi c'est important que A soit une variable propositionnelle. Prenons cet exemple ici, où l'on a donc la négation. On utilise une dénégation pour faire notre première opération est une dénégation. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai donc un non H où je remplace toutes les occurrences de A par G. Et ce non H, je peux le faire basculer à gauche, donc je peux faire la dénégation, puisque la négation ici va pouvoir basculer ici. Voilà, oups. Lui peut basculer ici, voilà, donc sur le gauche du signe thèse, puisque j'ai toujours normalement ma négation. Mais en fait, je n'ai peut-être plus ma négation. Si justement, donc on imagine que A n'est pas une variable propositionnelle, on imagine que A est justement égal à non H. Et qu'au final, ce que l'on fait, c'est qu'on change toutes les occurrences de non H par une formule G. Eh bien, dans ce cas-là, si on fait ça, on ne peut plus faire ensuite la dénégation, puisqu'on n'a plus de négation une fois qu'on a fait la substitution. Donc de toute façon, les substitutions qu'on a vues ne concernent toujours que des variables propositionnelles qui se transforment en formules, et non pas des formules qui se transforment en d'autres formules. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours une variable propositionnelle qui se transforme en formule. Ça nous permet de faire ce raisonnement. Mais on ne pourra pas faire ce raisonnement si on autorisait notre substitution à remplacer des formules par d'autres formules. Puisque si c'était le cas, comme je viens de l'expliquer, le non H, ici, non H, où on remplace toutes les occurrences de A par G, eh bien, cette formule, si A valait justement tout le non H, eh bien, on pourrait faire disparaître la négation sur laquelle on fait reposer notre première transformation. Et ce qui fait qu'on ne pourrait plus faire de parallèle entre ce que l'on avait fait avant sans la substitution et ce que l'on fait maintenant avec la substitution. On ne pourrait plus faire une dénégation. Voilà pourquoi c'est important que ce soit une variable propositionnelle qui soit transformée en une formule. Et donc, ce sera toujours le même schéma de preuve pour la suite. Si OP est une et on ne sait pas quoi, qu'est-ce que l'on fera?
On aura donc certainement, imaginons que ce soit OP, ce soit une opération qui se fasse sur la droite, une D quelque chose. On aura donc delta que l'on va transformer en delta 1 et peut-être f nanana g, quoi que ce soit d'autre. On va donc partir à chaque fois de notre formule gamma thèse delta, qui sera donc équivalente à gamma thèse delta 1, virgule f, et on ne sait pas quoi, g. On fait une opération qui transforme ça en d'une certaine façon. Donc on ne sait pas, on a gamma prime, peut-être autre chose, on ne sait pas vraiment ce qu'on a. Et ce que l'on va pouvoir faire ensuite, c'est que l'on prend gamma thèse delta 1, virgule f, et n'importe quoi, g. Ah oui, j'aurais pas dû mettre g parce que j'ai déjà utilisé g. On va mettre h. Et ici aussi. Et h, donc où on remplace toutes les occurrences de la variable propositionnelle a par g, on va pouvoir sur cela faire subir la même opération que sur la partie gauche, ce qui nous amènera à une même formule gamma prime nanana, mais où toutes les occurrences de a seront remplacées par g. Et donc, étant donné que on a 7 éléments, ce séquent qui admet une preuve, puisque on avait supposé que ce séquent était prouvable, et que cette première étape qu'on a fait était la première partie de sa preuve, donc ça veut dire que ce séquent maintenant en haut est prouvable lui aussi, il admet une preuve, et comme il admet une preuve de hauteur n, à ce moment-là, celui-là, qui est la même chose que celui à gauche ici, mais où on substitue tous les a par g, eh bien, il admet aussi une preuve, et ça veut dire que lui admet une preuve. Et donc ça veut dire que gamma thèse delta, où on remplace tous les a par g, admettent aussi une preuve. Et en fait, on fait la même démonstration pour toutes les opérations. Malheureusement, on ne peut pas généraliser, puisque à chaque fois, il va falloir bien montrer ce que fait l'opération, comment se retrouve, quelles sont les hypothèses qu'on peut faire sur gamma et sur delta dans ce cas-là, selon les opérations qu'on choisit, et donc voilà. Mais il n'y a pas d'intérêt à détailler toutes les opérations ici, c'est juste comprendre le raisonnement. Qui nous permet donc de dire maintenant que quand on a une formule, un séquent, gamma thèse delta, et qu'on a réussi à le prouver, eh bien, on peut faire une substitution quelconque de variable propositionnelle par une autre sous-forme, par une autre formule, ça restera prouvable. Et ça veut dire que le cas particulier où gamma est vide et delta vaut une simple formule, eh bien, et fonctionne aussi, puisque ça fonctionne pour tous les gamma, pour tous les delta, et donc l'exercice 3 est prouvé. Voilà donc pour ce petit éclaircissement, cette petite précision sur cet exercice 3.